Dans le nord-est de la Thaïlande, une famille d'énormes baleines en pierre nage dans la forêt. Elles font partie d'une formation rocheuse vieille de 75 millions d'années. Il y a longtemps, cette partie de la Thaïlande n'était qu'un désert. Les mouvements de la croûte terrestre ont poussé le grès vers le haut pour créer ces montagnes fascinantes. Accessible à tous ceux qui veulent passer la journée à parcourir le réseau de sentiers, ce site est de plus en plus populaire auprès des touristes. Une fois que tu auras atteint le dos d'une des baleines et que tu regarderas la mer infinie de verre qui s'étire en contrebas, tu comprendras pourquoi. Au détour de ces chemins, tu trouveras des cascades, une grande variété de plantes et d'animaux exotiques, et du haut de la colline, tu pourras même voir directement le pays voisin, le Laos. Les formes ressemblent à celles des baleines qui nagent ensemble. Pas étonnant que cet endroit s'appelle le Rocher des Trois Baleines. Quelle merveilleuse façon de voir la Thaïlande sur le dos d'une baleine géante en pierre. En creusant dans une mine canadienne en mars 2011, un ouvrier a fait une découverte incroyable. Il a trouvé un spécimen de nodosaure presque parfaitement préservé. Ce dinosaure éteint pesait environ 1360 kg et mesurait 5,50 m de long. Bien qu'il ait plus de 110 millions d'années, le nodosaure était si bien préservé que l'on peut voir clairement la lourde carapace et la peau écailleuse qui le recouvrait. Il a fallu presque une année entière de travail minutieux pour dégager l'incroyable trouvaille. Le fossile a finalement été dévoilé dans un musée canadien en 2017. De façon inattendue, l'analyse de la peau a révélé des nuances qui indiquent que le nodosaure était peut-être capable de se camoufler, comme les geckos et les papillons de nuit des temps modernes. Cela s'ajoute aux épines et aux écailles qui en font déjà un char d'assaut. Encore étudié aujourd'hui, ce nodosaure pourrait être l'un des fossiles les plus importants que l'on ait découvert depuis longtemps. Ces secrets pourraient nous aider à élucider encore bien d'autres mystères du passé. Le manuscrit de Voynich est le document le plus mystérieux du monde. Depuis sa découverte en 1912, il reste un mystère complet pour tous ceux qui l'étudient. Il est abondamment illustré d'étranges images de plantes extraterrestres, d'objets inconnus et de symboles du zodiaque. Mais son aspect le plus intéressant est son écriture. Le langage utilisé dans le texte est complètement indéchiffrable. Personne ne sait ce qu'il signifie, qui l'a écrit, ni où il a été rédigé. On ne sait même pas si c'était un vrai langage fonctionnel ou s'il a été créé pour ce seul texte. Les dessins des différentes plantes sont tout aussi fascinants. La plupart des plantes du manuscrit sont identifiables comme des plantes, mais elles ne correspondent à aucune espèce connue. En Angleterre, un professeur de linguistique appliquée a affirmé avoir déchiffré certains des symboles du manuscrit, mais on n'a à ce jour pas réussi à trouver plus d'informations sur ce texte mystérieux. Si jamais tu as la chance d'aller en Australie, n'oublie pas de visiter les cratères mystérieux du Queensland. À mi-chemin entre Bundaberg et Gingin se trouve l'une des trouvailles les plus déroutantes d'Australie. En 1971, le site appartenait à un fermier qui cultivait des courgettes et des pommes de terre. Alors que le fermier essayait d'agrandir sa ferme, il butait sans cesse sur de gros rochers dans ses champs alors qu'il labourait. En regardant de plus près les roches qui se trouvaient sur son chemin, il a trouvé des fossiles marins et d'étranges cratères. Le fermier a transmis ses trouvailles à des professeurs de géologie qui se sont mis à étudier les formations. Lorsque les géologues ont commencé à creuser dans la région, ils ont découvert une énorme couche de grès et d'ocre qui était jalonnée de cratères. Il y avait 35 cratères au total et l'âge de la couche de roche a été estimé à environ 25 millions d'années. Les scientifiques qui étudient ce mystère pensent que les sources chaudes, l'ancienne activité océanique et les météores sont les principaux responsables de la formation de ces cratères. Et on aimerait bien connaître les personnages qui ont donné à ces villes les noms de Bundaberg et de Gingin. La machine denticitaire est une sorte d'ancien ordinateur qui déconcerte toujours les scientifiques par son extraordinaire conception. Il y a environ 2000 ans, un navire grec a coulé au large de l'île d'Anticitaire. L'épave a été découverte en 1900 et des plongeurs ont récupéré certains de ces anciens artefacts. Quand les archéologues ont commencé à faire le tri des trouvailles de l'épave, ils sont tombés sur un objet qui ne semblait pas correspondre à quoi que ce soit de connu de l'époque. L'épave était ancienne, mais ils ont trouvé un appareil incroyable qui semblait bien trop avancé technologiquement. La machine fonctionnait comme une calculatrice, permettant à son utilisateur de suivre, avec une précision étonnante, le temps, le mouvement des étoiles, les éclipses, les phases de la Lune et même un compte à rebours pour des événements comme les Jeux Olympiques. Ce niveau de technologie est presque impossible à expliquer pour une épave de la Grèce antique.
Aucun mécanisme ne s'est même approché d'une telle machine avant le XIVe siècle, lorsque des horloges à engrenages ont commencé à être fabriquées en Europe. Comment un tel dispositif a-t-il été créé il y a si longtemps, 1400 ans en avance sur son époque? Le naufrage de l'Anticythère et la perte de la calculatrice auraient-ils pu retarder notre développement technologique de plusieurs centaines d'années? En attendant, les monts du Caucase, bordant la mer Noire, sont l'une des rares régions d'Europe qui n'ait pas connu un important impact des humains, même si le terme de caucasien sert à désigner la plupart des personnes à la peau blanche. Les archéologues ont trouvé de nombreuses structures mégalithiques anciennes dans la région. Ces structures, semblables à des maisons, que l'on appelle communément des dolmens, contiennent des bijoux, des outils en bronze et des poteries variées. Les archéologues ne savent pas qui les a construites, ni pourquoi, ni dans quel but. Les structures sont soit deux pierres maintenues ensemble par une grande pierre faisant office de toit, soit des pierres plus petites empilées à la façon d'un mur avec un trou sur un côté. On a même trouvé des bouchons de pierre pour sceller ce qui se trouve à l'intérieur. Ce qui est encore plus étrange avec ces formations, c'est qu'on ne les trouve pas seulement dans le Caucase. On en trouve partout sur la planète, en Australie, en Corée du Sud, en Colombie, en Afrique et même en France. Leur fonction demeure inconnue, ce qui ouvre la voie à de multiples hypothèses. La découverte de la tombe du premier empereur de Chine en 1974 est bien documentée. Qui pourrait oublier la découverte de 8000 guerriers en terre cuite protégeant son entrée? La plupart des statues sont des guerriers, chacun ayant une expression faciale unique. Il y a même des chevaux et des chars en terre cuite, grandeur nature, juste au cas où. Ce que l'on ne sait pas, c'est qu'on n'a pas encore pénétré dans certaines zones du tombeau. En 2008, la NASA s'est posé une question intrigante. Comment les araignées construisent-elles leur toile en apesanteur? Elle a donc envoyé 2 araignées dans la Station spatiale internationale. La première était la participante principale, et la seconde remplacerait la première au cas où elle aurait un problème. Cependant, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. L'araignée de secours a réussi à s'échapper et a rendu visite à sa compagne, ce qui a entraîné un certain désordre. Elles ont construit des toiles enchevêtrées qui interféraient l'une avec l'autre. Comme si cela ne suffisait pas, les mouches censées leur servir de nourriture ont commencé à se reproduire plus vite que prévu. Leurs larves se sont échappées de leur récipient et ont recouvert la fenêtre avant du compartiment. Très vite, les araignées se sont retrouvées complètement cachées derrière les larves. Bien que cette première expérience ne se soit pas bien déroulée, l'une des chercheuses impliquées dans son organisation était toujours curieuse. En 2011, elle a eu l'occasion de répéter l'expérience. Cette fois, elle a demandé l'aide d'autres chercheurs. Ils ont décidé d'envoyer une espèce d'araignée différente dans l'espace et ont préparé 4 spécimens, 2 pour l'ISS et 2 pour la Terre, afin de pouvoir comparer les résultats. L'objectif était d'exposer les araignées à des conditions de gravité variables et d'observer leur comportement. Toutefois, il y a eu un autre rebondissement dans l'histoire. Au départ, ils pensèrent avoir 4 araignées femelles, mais il s'est avéré que 2 d'entre elles étaient des mâles. Déterminer le sexe des jeunes araignées peut être délicat, mais heureusement, un mâle avait déjà été envoyé dans l'espace tandis que l'autre était resté sur Terre, ce qui a permis de recueillir de précieuses données. La deuxième expérience s'est avérée fructueuse. Les araignées étaient actives. Elles construisaient et démontaient des toiles, et même sans l'aide de la gravité, elles en tissaient de nouvelles. 3 caméras ont pu prendre des milliers de photos, témoignant de leur intense travail sur les toiles. Fait intéressant, les araignées semblent créer des toiles beaucoup plus symétriques dans l'espace que sur Terre. Le centre des toiles est plus proche du milieu, et, étonnamment, les araignées ne positionnent pas toujours leur tête vers le bas comme elles le font généralement sur Terre. Cependant, un facteur important a fait toute la différence. La lumière. Lorsque les araignées de l'ISS disposaient d'une source de lumière, elles tissaient des toiles asymétriques, semblables à celles que l'on trouve ici. La lumière jouait un rôle crucial dans l'orientation des araignées. Les lampes du compartiment étaient fixées en haut. Si les lampes avaient été positionnées différemment, par exemple sur le côté, il aurait été difficile d'observer l'effet de la lumière sur la symétrie des toiles. Lorsque les lampes étaient éteintes, les araignées se reposaient dans des orientations aléatoires sur leur toile. Pourtant, une fois les lumières allumées, elles s'orientaient à l'opposé de la source lumineuse, c'est-à-dire vers le bas. Ainsi, en l'absence de gravité, la lumière les aidait à s'orienter. Cette découverte était inattendue car les araignées peuvent généralement construire leur toile dans l'obscurité et capturer efficacement leur proie, même sans lumière.
Waouh, il y a un trou au fond de l'océan. Il semblerait que l'océan est une fuite. Mais ce n'est pas une fuite telle qu'on pourrait s'y attendre, où l'eau s'écoule simplement. Il s'agit plutôt d'une source, car l'eau s'écoule vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cette fuite unique est connue sous le nom d'oasis de Pitti. C'est un étudiant du nom de Brendan Philip qui l'a découverte par hasard, lorsqu'il a remarqué que des bulles remontaient à la surface. Normalement, la présence de bulles dans l'océan nous indique qu'il pourrait s'y trouver des cheminées hydrothermales, qui sont des points chauds où se développent des phénomènes très intéressants. Ces événements sont en fait comparables à des sources chaudes le long du plancher océanique. Mais au lieu de bouillonner du fond des mers, elles libèrent un fluide surchauffé dans la croûte de notre planète. Lorsque l'eau de mer s'infiltre dans ces fissures et s'enfonce dans la croûte, elle entre en contact avec le manteau extrêmement chaud de notre planète. L'eau de mer est alors portée à des températures très élevées. Puis, en remontant vers la surface, elle transporte des gaz dissous et des minéraux. Lorsque le fluide chaud jaillit des cheminées, il se mélange à l'eau de mer environnante et se refroidit rapidement. À une courte distance de la cheminée, la température peut retomber à un confortable 20 degrés environ. Ce qui est exactement, semble-t-il, ce que certaines créatures apprécient. Et il y a de vraies bizarreries qui vivent dans cette obscurité, comme des poissons fantomatiques, des vers tubicoles géants à pointe rouge et un type unique de crevettes avec des yeux sur le dos. Certaines de ces créatures, comme les vers tubicoles et les bactéries, dépendent des composés chimiques et des minéraux libérés par les cheminées pour survivre dans ces conditions difficiles. Mais dans ce cas, l'eau bouillonnante ne provenait pas d'une cheminée hydrothermale. Elle découlait d'une source et c'est un peu plus inquiétant. L'eau de ce réservoir doit rester là où elle se trouve. Si une trop grande quantité s'en échappe, cela pourrait avoir de graves conséquences, en particulier pour la région environnante. On peut observer cette fuite inhabituelle le long de la zone de subduction de Cascadia, qui est une énorme faille au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Il s'agit d'un endroit où deux grandes plaques qui forment la croûte terrestre se rencontrent et glissent l'une contre l'autre. L'eau de l'oasis agit en quelque sorte comme un lubrifiant entre ces plaques. On peut comparer la zone de faille à une table de hockey pneumatique. Lorsque la pression du fluide est élevée, c'est comme si l'air était activé. Cela signifie que la friction entre les plaques est réduite, ce qui permet à ces dernières de se déplacer. Mais si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques peuvent se coincer l'une contre l'autre, ce qui entraîne une accumulation de la contrainte, non qu'elles se sentent mal. Dans le contexte des plaques tectoniques, la contrainte est une pression ou une force capable de provoquer une déformation. Et si cette pression commence à s'accumuler à un moment donné, il faut bien qu'elle débouche quelque part. Lorsqu'elle est trop forte, elle peut déclencher des tremblements de terre, et probablement pas des moindres. Par exemple, une libération de la contrainte dans la zone de subduction de Cascadia pourrait entraîner un tremblement de terre de magnitude 9. À titre de comparaison, le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960, avec une magnitude de 9,5. Les dégâts ont été colossaux. Nous espérons donc que l'eau restera dans son réservoir et continuera à maintenir l'équilibre délicat entre les plaques tectoniques. Nous n'avons exploré que 5% des océans. Qui sait combien de choses géniales se trouvent encore au fond, attendant d'être découvertes? Regarde, par exemple, ces mystérieux trous que des scientifiques ont découverts dans les profondeurs de l'océan Atlantique, près des Açores. Ils sont parfaitement alignés et espacés d'environ 10 cm, voire de quelques mètres dans certains CA. Ils ressemblent à des coups de poinçon laissés par une machine à coudre. Certains pensent que ces trous pourraient avoir une origine biologique. Par exemple, certains poissons pourraient les avoir formés en marchant sur le fond marin. D'autres pensent que nous sommes en présence d'un phénomène d'origine humaine, peut-être laissé par un pneu clouté. Bien sûr, de tels trous sont parfaits pour inventer des histoires sur les créatures venues d'autres planètes qui pourraient les avoir créées. Ou peut-être même des monstres légendaires, comme celui du Loch Ness. Il est difficile d'expliquer la symétrie de ces trous, mais un biologiste spécialiste des profondeurs a proposé une explication assez convaincante. Selon lui, il pourrait s'agir d'un animal creusant sous les sédiments. Et de temps en temps, il pourrait créer de petites cheminées juste pour avoir accès à une circulation d'eau propre dans son petit terrier. Il y a des tas de sédiments autour des ouvertures de chaque trou, et il confirme l'idée que quelque chose a repoussé le sol par en dessous.